Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 39 ans, je suis papa d'un petit garçon de 6 ans et j'ai un cancer. On m'a demandé de vous raconter mon histoire. Cursus. Viens, on s'écoute. J'étais posé devant la télé un soir et je regardais un film et j'avais un bol de M&M's comme ça de 300 grammes. Et en mangeant un M&M's, je me suis fait sauter une couronne que j'avais derrière dans la bouche. Et bon voilà, c'est pas grave, hein, ça me fait même pas de douleur, hein, c'est pas une dent, c'est une dent dévitalisée. Bon bref, je continue ma soirée avec la chicot qui pendouille. Et je prends rendez-vous le lendemain chez le dentiste pour me faire soigner cette dent. Et vu que j'ai un travail avec des horaires un peu particuliers, bah j'ai un rendez-vous la semaine d'après, mais mon planning de boulot change, et puis du coup je reprends rendez-vous, et puis ça redécale de 3 semaines, et je crois que j'ai mis à peu près 2 mois à aller chez le dentiste. Dans ce laps de temps, jusqu'à ce que j'aille chez le dentiste, en fait, le morceau de dent cassé était très très coupant, et en fait ça m'a irrité la langue, donc à un moment je me suis retrouvé avec une langue, j'avais même du mal à parler, quoi, elle avait gonflé d'un côté. Et donc je décide d'aller chez le médecin par rapport à ça, quoi. Je me doutais que c'était par rapport à la dent, mais bon, ça devenait un peu compliqué de manger et de parler. Et donc, bah, effectivement, je vais chez le médecin. Il me dit, oui, bon, bah, faut pas chercher, hein, ça vient de la dent. Donc, il me prescrit un bain de bouche, des trucs. Et il me dit, sinon, il y a autre chose. Je dis, non, rien de spécial. Il dit, ah, bah, vous êtes sûr, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de check-up et tout. Je dis, bah, il y a peut-être eu aussi, là, un passage de 2 semaines où j'ai eu le transit un peu accéléré. Et là, le médecin me dit, ah, bah, c'est fort probable que la perturbation de la flore buccale perturbe la flore intestinale, ça communique. Donc si on a une infection au niveau de la bouche, c'est pas impossible que ça vienne détraquer tout ça. Donc du coup, on me prescrit des probiotiques, une prise de sang. On me dit ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de prise de sang, donc voilà, on va faire une prise de sang. 2 jours après, je crois, le médecin m'appelle et me dit que je dois aller relativement d'urgence à l'hôpital pour une transfusion sanguine. Et là, moi, je suis un peu surpris, quoi, parce que je comprends pas. J'étais venu pour un problème de dents. Il m'explique que, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une anémie. Donc, en fait, j'ai un niveau de fer extrêmement bas et un niveau d'hémoglobine très bas également. Ok, je pars pour l'hôpital pour une transfusion. Et en fait, j'arrive à l'hôpital, j'ai monté les escaliers un peu vite. Et puis, dans le laps de temps, le médecin m'avait rappelé et il comprenait pas parce que j'étais pas essoufflé, j'étais pas fatigué, enfin, pas plus que d'habitude. Et donc à l'hôpital, ils décident, avant de me transfuser, d'abord me faire une perfusion de fer. Et là, on commence à me parler d'un éventuel cancer, hein, parce qu'on me dit s'il n'y a pas eu d'hémorragie récente, on perd pas le fer comme ça. Voilà, c'est un premier diagnostic qui est pas ouf, quoi. Hein, c'est surtout quand on s'y attend pas. Et donc je vais faire une première perfusion de fer. Bon, voilà, hein, ça se passe bien. C'est un produit dégueulasse. Hein, c'est une poche. De couleur eau rouillée, comme ça, si on prend un vieux seau en métal et qu'on a laissé la pluie pendant des années, bah la couleur de l'eau avec la rouille, c'est exactement la couleur du produit qui coule dans les veines. Et quand on la voit arriver dans le tuyau, comme ça, au début il y a un espèce de sérum phyque injecté, et après on voit le produit qui arrive, et après je le vois rentrer dans le bras, et puis là je commence à avoir des étoiles. Je dis c'est quand même bizarre qu'on m'injecte de la rouille, quoi. C'est enfin bref, c'était une expérience un peu particulière. Et on me fait des perfs comme ça pendant 2 mois, avec des prises de sang régulièrement. Bah, à l'issue de la dernière perf de fer, on me dit, ah bah tout va bien, tous les taux sont revenus à la normale, tout est bon, on fera un bilan dans 6 mois. Et là, moi, j'ai un peu changé de couleur parce que, bon, c'est bien beau de faire des perfs, quoi, mais on m'a quand même expliqué qu'il y avait peut-être un problème plus profond, quoi. Et donc, j'ai un peu bataillé pendant quelques mois pour avoir des examens complémentaires. Parce qu'en fait, quand on n'a pas 40 ans, qu'on est en forme, voilà, qu'on court tous les jours, machin, bah on s'inquiète pas plus que ça. Ce qui se comprend, hein. Mais c'est juste que, bah voilà, quand on vous annonce que vous avez potentiellement un cancer, vous avez quand même envie de savoir si c'est le cas ou pas, quoi. Chose géniale dans ce genre de situation, c'est que, bah, on m'explique que le premier examen à faire pour éliminer déjà certains cancers serait une coloscopie. Ouais. Alors c'est pareil, hein, c'est une expérience un peu particulière, quoi, mais c'est une expérience. Donc la coloscopie, pour les gens qui ne le savent pas, je pense que si, mais je vais préciser quand même, c'est qu'on explore votre corps avec une petite caméra par un endroit où la dernière chose qui était rentrée devait être un suppositoire quand j'étais tout petit garçon, quoi.
On part pour une coloscopie. Et ça, ouais, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. À peu près 6 mois. Cursus. Alors, avant d'arriver au 15 octobre 2024, il y a eu, comme on a dit, à peu près 6 mois qui se sont écoulés, où, déjà, dans un premier temps, j'ai pu remarquer qu'effectivement, après les perfs de fer, dans l'effort, j'avais l'impression d'être monté sur ressort. Quand je suis allé courir, ouais, j'ai vu que là, il y avait une différence. Je l'avais pas senti dans l'autre sens en perdant le fer, parce que je pense qu'on s'y habitue. Mais là, d'être boosté avec du fer d'un coup et de l'hémoglobine qui remonte, ouais, quand on va courir, on a vraiment l'impression d'être un cabri. Et donc, tout ça nous amène effectivement au 15 octobre 2024. Alors, on va commencer le 14 octobre 2024. Parce que une coloscopie, ça se prépare. Alors, faut savoir que la veille, donc moi, je devais être à jeun la veille à 17h. Donc, ne plus rien manger. Je pouvais boire de l'eau. Et je devais également ingurgiter 2 litres de préparation. On peut comparer ça à du plâtre et du citron, hein, le goût qu'on a en bouche, qu'il faut boire dans la soirée, qui permet de vider complètement les intestins. Donc ça, c'est les petites réjouissances de la veille, quoi. Donc on boit ces 2 litres, on a un ventre rempli de flotte, avec un goût de citron dans la bouche qui devient insupportable à la fin. Et on passe une bonne partie de sa nuit sur les toilettes à revisiter le principe de la gravité, quoi. C'est vraiment... Donc autant dire qu'on passe pas vraiment une bonne nuit, parce que ça s'arrête pas vraiment, quoi. Même le matin, au réveil, on court encore aux toilettes. Donc voilà, le jour J, on se prépare, on se réveille pour la coloscopie. On n'a pas fini d'évacuer le produit, donc ça reste encore un peu compliqué de se dire j'ai 35 minutes de route à faire sans toilette. Et le plus dur pour moi, en fait, c'était de rester à jeun depuis la veille 17h, parce que bon, je suis quand même un peu un bon mangeur, quoi. Là, pas manger le soir, passer toute la nuit sans manger, se lever le matin, se préparer sans manger, en buvant juste un peu d'eau, ouais, c'était compliqué pour moi. Et donc, faut savoir que la coloscopie, endoscopie, ça se fait sous anesthésie générale. Donc, on n'a pas le droit de conduire après. Donc, on doit être accompagné. Là, dans mon cas, c'était ma maman qui me conduisait au centre d'examen. Et donc, on arrive, à l'hôpital le matin, on se fout à poil, on met un petit peignoir d'hôpital. On nous met le petit bracelet autour du poignet avec le nom, la date de naissance. Et on se prépare pour cette fameuse anesthésie générale. Alors on m'a mis dans le couloir comme ça sur un brancard, on m'a ramené un drap chaud. Ça c'était cool, quoi. On me mettait bien, les infirmières étaient très gentilles. Et après c'est parti pour la salle d'examen, on va dire. Alors dans mon cas j'avais de la chance parce que le bâtiment était tout neuf, c'était très classe. J'étais sur le brancard, on m'emmenait comme ça. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans un vaisseau spatial avec les portes qui s'ouvrent toutes seules, les murs qui sont rétro-éclairés et tout. C'était joli. Et j'avoue que je me posais quand même beaucoup de questions parce que une caméra dans la bouche, ok, je peux le concevoir. Par contre, une dans le fiacre, j'avoue que ça m'intimidait un peu plus, quoi. Et donc je suis là dans la salle d'examen avec mon peignoir fendu derrière, quoi, pour avoir le champ libre pour la caméra. Là on me pose un produit pour m'endormir. Et moi, quand je suis un peu nerveux comme ça, j'ai besoin de désamorcer, de dédramatiser un peu les choses, quoi. Et donc je regarde les 2 personnes qui étaient à côté de moi, et je dis je suis là pour une endoscopie, coloscopie. J'ai dit, je sais pas comment ça se passe, mais si vous utilisez la même caméra, s'il vous plaît, commencez par la bouche. Ça m'arrangerait. Bon, j'ai vu que le mood n'était pas à la rigolade, quoi. Enfin, ça a fait rire que moi. Vraiment, c'était bon. Après, voilà, c'est tout. C'est des questions de tempérament. On ne juge personne. Ça me permet un peu, moi, d'évacuer mon stress, quoi. Et là, le monsieur me tend un truc à me dire, il faut le mettre dans la bouche. Donc c'est quelque chose qui vous garde la bouche ouverte comme ça pour que la caméra, quand elle passe, on la morde pas, on tape pas dans les dents. Et je lui glisse comme ça, toujours en rigolant, mais bon, ça l'a pas fait rire que le BDSM, c'est pas mon truc, quoi. Mais... Bon, j'ai vu qu'il fallait que j'arrête les blagues. Et donc on me le sangle derrière la tête. Vraiment, c'est un truc qui vous ouvre la bouche, sangler derrière la tête. On vous dit, allongez-vous sur le côté. Donc là, on sent bien qu'on a les fesses pointées vers l'intéressé. Et on nous pose la perf et on nous envoie le produit pour nous endormir. J'avais jamais fait d'anesthésie avant. Et ça, j'appréhendais beaucoup. Et au final, c'était assez drôle parce que le monsieur qui était à côté de moi me dit, voilà, on va injecter le produit, on va vous endormir. Ça va commencer. Et moi, je le regarde, je lui dis, vous verrez, c'est la première fois que vous verrez quelqu'un résister aussi longtemps.
Et je n'ai plus aucun souvenir à partir de ce moment. Je me suis même pas senti partir. C'était instantané. Et après on se souviendrait. Après vraiment c'est un rêve qui part. Et on m'avait prévenu avant, on me fait signer des papiers, une décharge, comme quoi je peux avoir une atteinte aux intestins, donc une grosse irritation, une maladie inflammatoire chronique, ce genre de choses. Et que pendant l'examen, ça peut arriver que on déchire des parois avec la caméra. Donc, on signe une décharge comme quoi, si ça arrive, on part au bloc opératoire tout de suite pour réparer les dégâts, quoi. Donc, on se fait endormir sur le flanc, les fesses à l'air, avec un truc dans la bouche comme ça, avec l'idée que c'est possible qu'on se réveille après un passage au bloc opératoire pour réparer des morceaux de côlon. Ouais, ça c'était mon flip. Et donc je suis en salle de réveil, j'ouvre les yeux, première chose que je fais, c'est j'arrache mon peignoir et je regarde si j'ai pas une cicatrice au niveau du bide. Je me dis parce que j'ai aucun repère temporel, je ne sais pas quelle heure il est, je sais pas où je suis, je sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. Donc en fait je jette mon truc comme ça et je me retrouve à poil, mais complètement à poil. Et je regarde mon bide, je dis ça va, pas de cicatrice, pas de pansement. Bon, c'est que ça s'est bien passé. Après je regarde l'heure, donc je suis obligé de m'asseoir, de me lever pour voir l'horloge qui était plus loin. Et je vois que ça fait que même pas 45 minutes, quoi, un peu plus d'une demi-heure. Je me dis, bon, si ça a été rapide, c'est que c'est bon signe. Là, il y a une infirmière qui arrive qui dit, ah, monsieur, allongez-vous, faut pas se lever trop vite. Et moi, je reprends mon peignoir, je me rhabille, je dis, non, maintenant, vous m'emmenez au petit déjeuner, moi, j'ai la dalle. Il faut que je mange. Là, il faut que je mange. Et donc, après, on vous emmène dans une salle, j'assieds dans un fauteuil, on vous sert un magnifique plateau repas avec des trucs qui, d'habitude, vous feraient pas envie. Mais là, on a tellement faim que, j'ai tout bouffé, Je crois même que le voisin m'a filé un truc. Il a dû voir que j'avais extrêmement faim. Et après commence une attente très longue. Parce que on se dit, ça y est, on va avoir ce fameux diagnostic. Ça fait à peu près 6 mois qu'on me dit, ça peut être un cancer, ça peut être une maladie inflammatoire chronique, ça peut être plein de choses. Et donc là, je prends vraiment conscience à ce moment-là que le diagnostic va tomber. Je vais savoir ce qu'il y a. Mais je suis assez confiant parce que je me sentais bien. J'étais vraiment en forme. J'avais forcément commencé à faire plus attention à ce que je mangeais. Je faisais un peu plus de sport. J'avais déjà arrêté de boire de l'alcool, de fumer des clopes avant. Je me dis, si déjà il y a quelque chose qui déconne dans mon corps, autant faire en sorte d'être le plus en forme possible. Et donc à ce moment-là, je prends mon petit déjeuner, comme dit, confiant. Je me dis, bon, ça doit pas être bien horrible parce que sinon je le sentirais. Surtout que pas longtemps avant les examens, j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste, qui a été très cool d'ailleurs, parce qu'il a vu que j'étais flippé de ouf par l'anesthésie générale. Et du coup, il avait pris le temps de parler avec moi, le produit, ce que c'était. Il me dit, c'est du propofol. Ah, qu'est-ce que c'est le propofol ? C'est quelque chose en fait qui vous fait plus dormir qu'une anesthésie au sens propre, quoi. On vous force vraiment à dormir. Et c'est ce que Michael Jackson prenait pour dormir. Et il en est mort. Et du coup, je dis, c'est cool, au moins, si ça se passe mal, je pourrais partir en disant que j'ai eu la même mort que Michael Jackson. Alors, je sais pas si c'est, si c'est cool ou pas, mais bon, voilà, c'est rock'n'roll. Et justement, en parlant avec l'anesthésiste, il me dit, j'ai un peu de temps, venez, vous avez vos bilans sanguins. Il regarde mon dernier bilan sanguin. Il me dit, écoutez, ne vous inquiétez pas trop, au vu de vos résultats, il peut pas y avoir quelque chose de trop méchant, parce qu'il y a quand même des choses qui se voient à une prise de sang en amont. Bon, ok, moi, on me dit ça, je suis bien. Après, je lui en veux pas du tout au bonhomme, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il m'avait bien rassuré avant, il m'avait mis bien. Du coup, l'anesthésie s'était bien passée, j'étais content. J'attends ces fameux résultats, quoi. Et il se passe, je sais pas, 2 heures. Je crois que j'ai attendu pas loin de 2 heures dans mon fauteuil. Donc j'étais debout, je faisais les 100 pas, j'attendais. Et j'entends au loin les secrétaires qui disent que le médecin est là, qu'il va commencer à passer. Et donc il passe dans les box, on est tous dans les box. Et j'entends de loin ce qui se passe, quoi. Je fais pas trop attention. Et puis d'un coup, le médecin arrive. Il me dit, bon, écoutez, on a vos résultats. Il dit, par en haut, tout va bien. Et au moment où il me dit ça, je sais pas pourquoi, mais au moment où il a prononcé ces mots, je me suis dit, aïe, s'il le dit comme ça, c'est que de l'autre côté, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et c'est là qu'il me dit, par contre, donc par le bas, de l'autre côté, il y a quelque chose et c'est pas beau. Vous avez, il y a une grosse lésion. Alors moi, sur le coup, lésion, je comprends pas trop, quoi. Je me dis, c'est un ulcère, c'est-à-dire une grosse lésion. Il me dit, elle est tellement grosse que j'ai pas pu terminer l'examen. J'ai pas réussi à passer, quoi. Le côlon est quasiment bouché. Et je dis, mais c'est quoi une lésion et tout? Il me dit, j'ai pas encore les résultats des biopsies.
Je ne sais pas si c'est une lésion cancéreuse, mais avec l'expérience que j'ai, il faut que vous vous y prépariez. Vous avez un cancer. Ah bon. Il me dit oui, il y a une très grosse lésion. Ah ouais, en plus. Ok, et là c'est une sensation très bizarre parce que déjà autour de moi, tout le monde était très rassurant avant. L'anesthésiste avait été rassurant, mes proches avaient été rassurants, tout le monde me disait mais non, regarde, t'es en forme, tu cours, t'es tout bronzé parce que c'était l'été. Et là en fait, toutes les craintes que j'avais et que j'avais un peu mis de côté les derniers temps parce que justement, à force de me dire que j'avais l'air en forme, j'éloignais de plus en plus cette hypothèse de cancer, quoi. Là, elles viennent d'un coup, bam. Et il s'est passé quelque chose de très bizarre à ce moment-là. Alors, je sais pas si c'est propre à moi mais c'est comme si tout était devenu brumeux autour de moi, vraiment, avec le son aussi étouffé comme ça. Et il continuait à me parler, le médecin, et je l'entendais de loin, j'écoutais plus vraiment. Et donc, voilà, on me parle. Je suis un peu déconnecté du truc. À un moment, on me dit que je dois passer un scanner le lendemain. Alors, je demande pourquoi. Et là, on me dit, pour mesurer l'ampleur des dégâts dans la cage thoracique. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Et du coup, je me rappelle que je clope depuis un moment, que j'ai pas toujours une vie très saine. Je me dis, c'est que... on va mesurer l'ampleur des dégâts, comme il dit. Et dans ma tête, je dis, ça y est, il y en a d'autres, quoi. En même temps, il y a une infirmière qui vient, on me fait une prise de sang, parce que pour passer le scanner, il faut une prise de sang de la veille. Là, elle me pique. Et je me souviens qu'elle me regarde comme ça, elle me dit « Ah, vous êtes jeune ?» Et elle avait pas vraiment la larme à l'œil, mais on voyait qu'elle elle était touchée quand même. Je pense qu'elle avait plutôt tendance à faire à des personnes plus âgées, en temps normal. Et du coup, je me prends ça dans la tronche et je me dis « Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ça, quoi, tu vois ?» Et donc, elle me fait la prise de sang. Je me souviens même pas que ça y est, je me pas senti que ça piquait ou quoi. Et après, voilà, le médecin part et l'infirmière me dit « Ça va aller ?» Alors, je la regarde, je dis oui, ça va aller. Et je me retrouve de nouveau tout seul dans mon box, comme ça. Il y avait ma mère qui m'attendait dans le hall, en fait, pour me ramener à la maison. Et là, j'ai vraiment dû rassembler toutes mes forces pour réussir à me lever et à traverser le couloir, comme ça, pour aller la rejoindre. Parce que déjà, l'apprendre soi-même, c'est compliqué. Mais après, le verbaliser et le dire, surtout à un parent, à sa mère, c'est encore plus compliqué, quoi. Et j'arrivais pas à me dévisser de ce siège, quoi. J'étais comme bloqué. Alors, je peux pas dire combien de temps ça a duré, hein. Ça se trouve, c'était 30 secondes, mais moi, quand j'y repense, ça me paraissait interminable. Dans ma tête, à ce moment-là, alors je sais pas, c'est peut-être bizarre, mais moi, si on me parle cancer, tout de suite, je pense à la mort, quoi. Directement, hein. Moi, ça a été comme ça. Et là, faut chercher de la ressource, quoi. Alors, je sais pas pourquoi non plus. C'est très bizarre, hein, dans ce genre de situation, on maîtrise rien. J'ai entendu la chanson de Rocky Balboa, Eye of Tiger. Je l'ai eu dans la tête. Et du coup, c'est sur cette musique que je me suis levé, que j'ai traversé tout le hall et que je suis allé voir ma mère. Et là, ma mère me regarde avec un grand sourire, je m'en souviendrai toujours, pensant que ça y est, on avait éliminé les choses moches, quoi. Et je lui dis, ouais, non, attends, c'est pas bon. C'est pas terrible, quoi, les résultats. Et il fallait que je monte à l'étage donner des papiers pour le scanner. Donc on marche ensemble. J'attendais d'être un peu plus seul avec elle pour lui annoncer ça. Donc on en parle. Forcément, elle commence à se crisper, à avoir les larmes qui montent, à trembler. Je le vois, quoi. Je vais donner mes papiers. On redescend vers le parking. Et puis là, on en parle un peu plus sur le parking. Elle fond en larmes, je fonds en larmes, je pense tout de suite à mon fils. Tout de suite, je me dis qu'il est trop jeune pour que je le laisse, quoi. Il a encore besoin de moi, quoi. Et là, c'est compliqué, surtout qu'à ce moment-là, on n'a pas trop d'infos, quoi. On balance un truc, sale. On sait pas comment ça va se passer, on sait pas ce que c'est vraiment. Bon, j'avais compris que c'était moche. Mais voilà, j'en savais pas beaucoup plus à ce moment-là. Et il y a trop d'informations de toute façon, à un moment donné, le cerveau, il câble, quoi. Donc, voilà, on reste sur le parking à chialer tous les deux. On se prend dans les bras, on se rassure comme on peut. Et on se met en route pour rentrer, hein, parce qu'à un moment donné, moi, j'avais besoin de voir autre chose que l'hôpital à ce moment-là. Et le plus dur, c'est que il y avait quand même beaucoup de gens qui savaient que je passais cette fameuse coloscopie ce jour-là. Donc, j'avais déjà plein de messages. Fallait que j'y réponde,
voilà, c'était compliqué. Et donc on se met en route dans la voiture. J'essaye tout de suite de rassurer ma mère du mieux que je peux, parce que c'est pas évident pour elle, c'est pas évident pour moi, hein, c'est sûr. Et du coup, on se met en route pour rentrer. Et sur le chemin, elle me dit tu veux que je reste, tu veux que je monte avec toi après chez toi? Et je lui dis non. Écoute, je veux rester seul. Et je vois qu'elle tique un peu. Elle me dit non, mais faut pas rester seul quand c'est comme ça. Je lui dis si, j'ai besoin de rester seul. J'ai besoin de rester seul parce qu'en fait, tout de suite, je me suis rendu compte que le plus moche, en fait, dans un cancer, c'est pas forcément ce que ça va te faire à toi. C'est vraiment ce que ça fait à tes proches. C'est vraiment, là, je l'ai vu quand je l'ai annoncé à ma mère. J'ai vu ce mélange de peur, de tristesse, de panique aussi, un peu. Et je me dis, ça, c'est trop d'émotions. C'est trop à gérer. J'arrive pas à accumuler les émotions des autres. J'ai vraiment besoin de rester seul. Maman, s'il te plaît, je vais monter, ça va bien se passer. Laisse-moi un peu de temps. Et donc voilà, je descends de la voiture, je rentre chez moi. Et là, c'est un monde totalement différent. Hein. Quand je rentre chez moi, j'ai l'impression, je sais pas, d'avoir fait un bond dans une dimension différente. En arrivant, alors j'ai eu un réflexe bizarre mais humain, je pense, c'est que j'ai voulu prendre une douche parce que je me sentais tellement sale après cette anesthésie, endoscopie, coloscopie, surtout qu'au réveil, alors je sais pas si c'est moi qui ai bavé pendant l'anesthésie, j'ai un peu de barbe, ou si c'est un espèce de gel qu'ils vous mettent sur les lèvres pour que ça glisse, enfin je veux même pas savoir, mais j'étais tout poisseux autour de la bouche là, et puis ça avait une odeur dégueulasse, que du coup j'ai pris une douche. Et en fait, je prends ma douche, voilà, machin. Je sors de la douche, je mets ma serviette autour de moi, et en fait, je me vois dans le miroir. Et je sais pas, je me regarde, et je suis comme figé. J'arrive plus, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire de mon reflet, je sais pas quoi faire de moi. Il y a eu trop d'infos qui sont arrivées d'un coup, ou des choses trop dures à digérer, et je sais pas combien de temps j'ai passé. Je sais pas. J'ai face à ma glace, comme ça, en serviette. Je peux pas dire combien de temps j'étais là comme un con à regarder dans le vide. Enfin, regarder mon reflet sans me regarder, quoi. Et là, il y a tout un tas de trucs qui passent par la tête, quoi. Vraiment. Et on cherchait un peu de motivation, un peu d'espoir, un peu de positif là-dedans. Et puis, en fait, j'arrivais pas, quoi. C'était down. Ça faisait que descendre. Et un moment, je me parlais un peu à moi-même, je crois, et je me dis putain, c'est violent, c'est ultra violent, quoi. C'est horrible, quoi. D'un coup, ça y est, t'as un cancer, t'es un produit défectueux, quoi. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais en fait, si c'est violent, c'est que t'es vivant, tu vois. Si tu ressens cette violence, c'est que t'es vivant, t'es encore là, tu vois. Donc t'es pas encore mort. Et du coup, là, les choses commencent à changer dans ma tête, tout doucement, tu vois. Et je me répète, tant que c'est violent, c'est que t'es vivant. Et je me le répète. Et après, c'est là qu'on sent qu'il y a deux options qui s'offrent à vous, quoi. Il y a une option qui a l'air assez simple et évidente, où c'est se morfondre, se laisser aller, se faire plaindre et glisser là-dessus, quoi. Vraiment, sur le moment, ça a l'air beaucoup plus réconfortant de prendre cette direction, beaucoup plus simple. On se dit, de toute façon là, on n'a pas de jus, on n'a pas d'énergie. Et après, je repense à mon fils, forcément. Et je me dis, je peux pas me laisser aller, je peux pas baisser les bras, pas maintenant, quoi. Donc il y a l'autre option qui est maintenant, t'as pas le choix. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est accepter ce qui t'arrive, accepter le diagnostic, accepter que t'as un cancer et que c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça. Et du coup, je me dis, en plus c'est vrai, ce matin avant de partir, j'allais bien. J'étais bien, enfin, je veux dire, j'étais en forme, j'avais pas de douleur, je rigolais avec ma mère dans la voiture, je faisais plein de blagues sur la coloscopie et le passage de la caméra dans le sanctuaire des sanctuaires. Et je dis, en fait, entre ce matin et maintenant, à part le diagnostic, il y a rien qu'à changer pour toi. Tu vois, enfin, j'ai pas d'un coup eu des douleurs, j'ai pas d'un coup, je sais pas, je me suis pas vidé de mon sang d'un coup. Et je me dis, ok, on part là-dessus, on va se battre. On va montrer au cancer, lui il est chiant, mais je vais lui montrer que je peux l'être tout autant que lui, tu vois. Et que, juste pour mon fils déjà, j'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement. Il va falloir garder le cap. Il va falloir être fort. Et du coup, je me dis, bon, ce soir, je me fais un bon repas. Et surtout,
Je réponds au message et après je coupe mon téléphone. Parce que c'est trop compliqué à gérer. Trop d'émotions, tu vois. Et j'ai pas l'énergie pour gérer l'émotion des autres. Et ça, les gens l'ont peut-être pas toujours compris dans mon entourage. Parce que j'ai pu être un peu sec, mais j'ai vraiment eu besoin de me mettre dans ma bulle, de me confronter à ça, de le prendre dans la tronche et de l'encaisser. Et donc le soir, je me fais un bon petit repas sympa, je me fais une tisane, je me regarde Deadpool, je me mets bien. Et ça va. Franchement, ça va. Je sens que je maintiens le cap, au moins. Mais avec une grosse interrogation quand même, c'est que le lendemain, je dois passer un scanner qui va détailler le bilan, le bilan complet, quoi. Donc le soir, en allant se coucher, bon, je t'avoue que j'ai connu mieux. Mais c'est pas grave. J'ai bien dormi quand même, bizarrement. J'ai passé une bonne nuit. Très content d'avoir mangé, d'avoir quelque chose dans le ventre. Et en fait, le matin, je me réveille assez tôt pour aller pour retourner faire le scanner au même endroit. Et en fait, j'ouvre les yeux et pour la première fois, j'ouvre les yeux et je me dis, je me sens bien. Je suis pas mal, je suis pas fatigué, j'ai pas gerbé toute la nuit. Je vais bien. C'est ce que je me dis, je vais bien. Donc, c'est une belle journée. Quoi qu'il arrive, c'est une belle journée. Et donc, je me prépare, je retourne faire mon scanner. Alors là, c'est assez frustrant, le scanner, c'est que, on le passe, donc on passe dans la machine, ça dure pas longtemps. On reçoit des résultats par mail 2-3 heures après, mais aucune explication sur le scanner, quoi. J'ai de la chance, moi, dans ma famille, d'avoir quelqu'un qui est gastro-entérologue, donc à qui j'ai pu soumettre les résultats et qui a pu me donner un peu plus d'explications le soir même. Sinon, je vous avoue que c'est ultra frustrant. On a rendez-vous avec un médecin 2 jours, 3 jours après, quoi. Et ça, c'est compliqué, c'est très frustrant. Et donc là, on m'explique que j'ai donc un cancer du côlon avec une tumeur qui fait, alors je vais pas dire de bêtises, mais qui fait 6 cm par 7 cm, comme ça. Une patate qui dépasse du côlon, qui a attaqué l'estomac. Et un épanchement d'un liquide, alors je vais pas rentrer dans les détails, de toute façon j'ai plus le nom, mais d'un liquide, avec des cellules cancéreuses qui s'est réparti à peu près dans tout le flanc gauche. Bon, ok. Oui, donc du coup, un gastro-entérologue lui pose le diagnostic, mais c'est pas son domaine après de parler de ce qu'on fait pour accompagner ça, pour soigner ça, mais il essaye d'être rassurant. Mais je suis pas médecin, mais bon, au vu de ce qui avait été énuméré, on comprend que c'est pas ouf. Et qu'en fait, c'est beaucoup plus avancé ou grave, si on veut, que ce qu'on imaginait. Même moi, on m'avait dit un cancer, mais je pensais pas que l'estomac était touché. Je pensais pas que j'avais tout le flanc gauche qui était pourri. Je pensais pas que j'avais le côlon quasiment bouché, ce qui fait qu'il y avait un risque d'occlusion d'occlusion, que ça se bouche. Et donc là, si ça se bouche, on part au bloc en urgence et c'est un peu la charpie. Donc ouais, deuxième jour, encore un peu compliqué, encore beaucoup de choses à encaisser. Une fois que les diagnostics ont été posés, une fois que tous les examens ont été faits, on me dirige vers un chirurgien. Donc rendez-vous avec un chirurgien. Alors c'est la première fois de ma vie, moi, que j'avais rendez-vous avec un chirurgien. J'avoue que chirurgien, ça fait peur parce que moi je les vois toujours avec un tablier sanguignolant, des gros outils qui coupent. Et donc rendez-vous, je crois, 2 jours après avec le chirurgien. Donc j'arrive toujours au même endroit. Je rencontre mon chirurgien qui me présente un schéma comme ça du corps humain et qui fait un rond. Et il me dit voilà, ça c'est les zones touchées chez vous. Et ça c'est ce qu'il faudrait enlever. Alors de mémoire, il y avait un morceau de côlon et on me dit qu'on prend, en fonction de la taille des lésions, on va prendre encore 5 cm de marge de part et d'autre. Donc je sais pas, mais ça faisait genre une quinzaine de centimètres ou vingtaine de centimètres à enlever. Un tiers de l'estomac à enlever et tout un liquide qui se balade qu'il faut résorber, quoi. Et on m'explique qu'il y a eu des biopsies qui ont été faites pendant les examens, donc on coupe des petits bouts de la tumeur. Et tant qu'on n'a pas les résultats de ces biopsies, on ne sait pas trop quel protocole on met en place. Par contre, on part sur un protocole standard très vite parce que là, à 38 ans, on avait tendance à me dire que je commençais à être vieux. Là, dans le cadre du cancer, c'était un des avantages du cancer, je redeviens très jeune. Parce qu'on m'a beaucoup dit qu'à 38 ans, c'était quand même très jeune pour un cancer du côlon comme celui-ci. Et donc, on me dit, écoutez, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vous poser un petit boîtier juste au-dessus du cœur, une chambre implantable, on appelle ça, avec un tuyau qui part jusque dans la veine du cœur pour vous injecter les produits.
Il dit, vous inquiétez pas, c'est une toute petite intervention, ça se fait en local. Moi, je le regarde, ouais, je m'inquiète si je veux déjà. Et après, me foutre un tuyau jusqu'au cœur. Enfin, pour moi, c'est pas une petite intervention. Mais bon, pour lui, ça avait l'air d'être la routine, tranquille, quoi. Vraiment, vraiment serein. Et après, on m'explique que la chimiothérapie fonctionne pas très bien. Alors là, moi, je commence à me décomposer. Je dis, putain, il y a des traitements, mais si on me dit que les traitements, ils fonctionnent pas. Alors, ce qu'on va faire, monsieur, c'est qu'on vous ouvre, on va vous sortir les organes concernés, on va les disposer sur une table, et on fait 1 heure de radiothérapie dessus. Alors moi, j'imaginais exactement comme les gens qui vont dans les cabines de bronzage. Mais avec mes tripes. Donc voilà, c'était une image un peu particulière. Et je dis, mais à ce moment-là, on enlève quelque chose? Et il me dit non. Et là, moi, je suis surpris. Je dis, si déjà on m'ouvre, autant qu'on enlève ce qu'il n'y a pas. Et on m'explique en fait que pour l'instant, c'est trop. C'est trop, je sais pas, c'est trop cancéré. Qu'on peut pas enlever. D'abord, il faut résorber un tas de choses et après, on verra pour enlever. Une fois qu'on a fait l'heure de radiothérapie, on remet tout dedans, on referme, on contrôle, on fera sûrement une chimio en comprimé, en complément, et on verra comment ça évolue et à quel moment on va opérer pour enlever. Bon, ok. Là, c'est encore un gap au-dessus, quoi. C'est se faire sortir les tripes. C'est un peu c'est une expérience originale, quoi. Je veux dire, moi, dans ma vie, il n'y a jamais personne qui m'a proposé de mettre mes tripes sur une table pour faire des UV. Mais bon, ok, on y va, ok. Donc, on programme l'opération, on me donne le petit papier en m'expliquant qu'il faudra que je me rase, que je prenne une douche de bétadine, machin. Et tout ça va relativement vite, hein. C'était prévu la semaine d'après, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais c'est allé très très vite. Ok, donc je rentre chez moi, je pars là-dessus, je me prépare à me faire charcuter, à me faire sortir les tripes, à tout me mettre dedans. Mais d'un côté, je suis content parce que ça faisait 6 mois qu'on posait des diagnostics, qu'on émettait des hypothèses. Le bilan a mis 6 mois à arriver, mais là, pour la première fois depuis que ça commence à déconner, on fait quelque chose pour inverser le processus. Parce que c'est vrai, on vous dit ça va pas, mais à part des prises de sang et des perfs, on n'a rien fait en 6 mois. Donc, si j'avais quelque chose, ça pouvait que s'aggraver ou progresser, quoi. Là, on proposait une solution pour essayer d'inverser le processus. Donc, ok, je me prépare là-dessus, je suis chaud bouillant, je suis prêt à en découdre, c'est pas grave, j'aurai une cicatrice. Et à la fin de cet entretien, on me dirige vers l'ICANS. Donc, l'ICANS, c'est l'Institut de cancérologie européenne de Strasbourg. J'ai de la chance, c'est pas loin de chez moi. Ça, dans mon cas, c'est vraiment une chance. Et j'ai rendez-vous avec mon oncologue. Alors moi, un oncologue, je connaissais le nom, mais j'avoue que je savais pas ce qu'il faisait spécialement. Donc l'oncologue, c'est le médecin spécialisé dans le cancer. Et 3 jours après, j'ai rendez-vous avec mon oncologue à l'ICANS. Donc là, je commence déjà à avoir une pile de papier avec les résultats, les machins, les convocations pour les opérations. Je me pointe à l'ICANS un matin tôt pour le rendez-vous avec l'oncologue. Et dans la voiture, j'arrive comme ça à côté de Strasbourg. Je commence à voir les panneaux ICANS, Institut de cancérologie. Et là, il se passe quelque chose encore de particulier dans ma tête, c'est que là, je prends conscience de ce qui m'arrive. Parce qu'en fait, en voyant les panneaux qui défilent, en arrivant, en voyant la grande enseigne, je me dis là, je viens pas pour quelqu'un. Je viens pas pour un proche, je viens pas pour un parent malade, je viens pour moi. C'est moi qui ai un cancer. Et là, ça a été une marche un peu plus haute à franchir que les autres parce que c'est le temps aussi d'encaisser tout ça, quoi. Et plus on y est confronté, plus on le prend dans la tronche, quoi. Mais bon, les bâtiments sont sympas, hein, c'est tout neuf, hein, c'est tout beau, c'est tout propre. Ça aide beaucoup dans ce genre de situation, hein, ça paraît bizarre, mais c'est vrai que si on arrive dans un vieil hôpital où on a l'impression qu'on pratiquait des expériences nazies pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas la même, quoi. C'est vraiment pas la même. Et donc je rencontre mon oncologue. Et là, c'est un peu marrant quand même, c'est que j'arrive. Quelqu'un que je ne connais pas, on serre la main, bonjour et tout, il me dit installez-vous et attendez 2 petites minutes. Faut dire que je suis pas très à l'aise avec l'informatique. Et je le vois sur son PC. Il est là et puis il commence à écrire comme ça, je sais pas, un rapport ou un truc de suivi de patient, mais il tapait qu'avec 2 doigts. Enfin, je sais pas, on a tous commencé à taper sur un clavier, quoi. Au début, c'est vraiment une lettre après lettre avec les 2 index comme ça. Et il me regarde, il me dit oui, j'en ai pas pour longtemps. Donc moi, je commence un peu à sourire parce que là, je trouvais la scène rigolote. Et puis après, il prend son dictaphone et il parle comme ça tout doucement. Patient numéro 33, hôpital l'ICANS de Strasbourg. Mardi 15 octobre 2024, le patient est devant moi. Vie, cancer du côlon. Il parle et j'entends pas tout. Et là, il coupe, il me dit oui, je termine et je suis à vous.
Et bon, bref, il finit tout ça. Et je pense que ça a duré un petit quart d'heure avant qu'on commence à parler. Et puis, bah là, il me demande comment je vais. Je dis, bah écoutez, ça va. Bah, il me tarde que l'opération commence. Comme ça, voilà, qu'on aille dans le dur, quoi. Comment ça? Quelle opération? Bah, je sais pas, pour la chambre implantable au niveau du cœur, pour la radiothérapie. Ah non, on vous a pas dit? Et là, bah non, on m'a rien dit depuis. Eh ben, il y a plus d'opération de prévue. Et moi, dans ma tête, je dis, bah non, je veux qu'on fasse quelque chose, quoi. Ça suffit, les perfs et les suppos, quoi. Eh bien, on a reçu les résultats de la biopsie et on peut faire recours à l'immunothérapie. Moi, sur le coup, je sais pas ce que c'est, l'immunothérapie, quoi. Et là, on commence à rentrer dans une discussion qui est, je crois, la discussion la plus intéressante et fascinante que j'ai eue dans ma vie. Vraiment. Alors déjà parce que, bon, j'étais peut-être le premier concerné, mais c'est surtout que je me suis rendu compte que, enfin, pour moi, cancer, ça rimait avec chimio, ça rimait avec perdre ses cheveux, ça rimait avec être déglingué tout le temps du traitement. Donc des traitements très lourds hein, et très dévastateurs pour le corps aussi. Et là, on parle de l'immunothérapie. Alors la première question que je me pose, je dis mais ça se passe comment? C'est des perfs. Ah bon, des perfs? Il dit, D'ailleurs, la chambre implantable, on va pas passer par là. Venez avec moi. il m'emmène chez les infirmières, il me demande d'enlever mon pull, de tendre mes bras. Les infirmières me regardent et disent ah c'est bon, il a des bonnes veines, pas besoin de chambre implantable. Bon, on annule ça aussi. Ok. Et en fait, on m'explique que l'immunothérapie, c'est assez récent. Elle dit dans mon cas, si j'étais venu il y a 2 ans, ça n'existait pas pour ce que j'avais. 2 ans. et que ouais, la chimiothérapie, de toute façon, ne fonctionne pas bien sur ma tumeur. Et que il y a 2 ans, sans ça aurait été plus compliqué. Et à un moment donné, il m'a même parlé de 6 mois, 1 an, sans ça. Donc oui, là, ça met encore un peu une claque, quoi, parce que on se rend compte qu'on est peut-être à un stade plus avancé que ce qu'on imaginait, quoi, parce que moi, les cancers, je les ai vus de plus ou moins loin. J'ai connu des gens qui en ont eu, j'ai connu des gens qui en sont décédés, j'ai connu des gens qui s'en sont remis. Mais la plupart du temps, ils ont traversé quand même quelque chose de balèze, quoi. Les chimios, ça va mieux aujourd'hui, mais ça reste quand même très compliqué, très difficile. Et là, en gros, on m'explique que c'est un tout nouveau procédé. Que contrairement à une chimio, on cherche à détruire des cellules. C'est le principe de la chimio, hein. Les bonnes ou les mauvaises, ça fait pas le tri. Donc c'est pour ça que c'est très contraignant pour le corps, très violent. Là, en gros, on nous injecte un produit qui... Ah oui, alors faut que je précise une chose, c'est que moi, en fait, ma tumeur s'est développée suite à une mutation génétique. En fait, tous les jours, on produit des cellules cancéreuses. Ça, c'est normal. Et le corps humain est bien fait, il sait les reconnaître et les détruire. Après, je suis pas un spécialiste, je vais pas rentrer dans les détails et je veux pas dire de bêtises, mais on peut avoir une immunité qui décline, la plupart du temps avec l'âge, qui fait qu'on lutte moins efficacement contre ces cellules cancéreuses, donc qui permettent à ces cellules de se développer et de se transformer en tumeurs. C'est pour ça que souvent ce sont plutôt des personnes âgées qui sont exposées au cancer. Après, il peut y avoir des personnes qui ont été surexposées à des facteurs environnementaux qui accélèrent la fabrication de cellules cancéreuses. Du coup, le corps ne lutte plus assez efficacement non plus et ça se développe aussi. C'est pour faire très simple, hein, je vulgarise de ouf. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont être dans le domaine calé, qui vont mettre des commentaires de merde sous le podcast. C'est vraiment pour être le plus simple possible et le plus vulgaire, voilà, pour pas rentrer trop dans les détails. Et après, il y a mon cas où mes cellules cancéreuses en fait ont muté. Il y a une mutation et mon système immunitaire du coup ne les reconnaît pas. Il ne les voit pas. Donc ça peut se développer en roue libre, tranquille, rapidement. Et donc l'immunothérapie, dans mon cas, en fait, on donne à mon corps la capacité de reconnaître ces cellules mutantes, de s'y adapter et d'œuvrer contre. Et en même temps, on vient stimuler le système immunitaire pour inverser le processus. Ce qui a des conséquences beaucoup plus cool sur le corps que la chimio, quoi, parce que là, on ne détruit rien. C'est le corps qui lutte lui-même contre la tumeur. Après, par contre, il peut y avoir des réactions auto-immunes assez costauds, ou des réactions assez costauds tout court. Mais donc voilà, je sors de cet entretien avec mon oncologue, où je n'ai plus d'opération de prévue, je n'ai plus de boîtier à poser au niveau du cœur, et je vais avoir le droit à des perfusions de pimbrolizumab toutes les 3 semaines dans les bras. Une perf, ça dure 30 minutes. Donc, je ne suis pas en arrêt de travail, je peux continuer à travailler, je peux faire du sport comme avant, je peux vivre ma vie normalement comme avant, quasiment.
J'ai juste des prises de sang et des perfs à faire toutes les 3 semaines au début. Maintenant, c'est toutes les 6 semaines. Cursus. Depuis combien de temps je suis en lutte contre la maladie ? Aujourd'hui, nous sommes le 5 août. Donc, ça fait 9 mois que je fais face à la maladie. Et donc, comme je disais, j'ai la chance de bénéficier d'un traitement révolutionnaire, qui est tout récent, qui est pas trop contraignant au quotidien. Par contre, il a fallu mettre beaucoup de choses en place. Et c'est là où on peut parler de combat, quelque part, parce que il y a d'abord un combat psychologique qu'il faut mener, quoi. Et il n'est pas évident, parce que, comme dit, on pense beaucoup à la mort, forcément. Après, dans mon entourage plus ou moins proche, il y a eu 2 personnes qui ont le même diagnostic que moi et qui sont aujourd'hui toutes les 2 décédées. Donc là, ça rend les choses des fois un peu plus difficiles, quoi, à gérer. On se rend compte que c'est là, quoi. C'est sérieux. Alors les conditions étaient bien différentes pour les autres personnes, quoi. Mais c'est pas grave, ça nous remet à notre place. Et après, ça nous change, en fait, vraiment. Et on doit changer, en fait, je pense, pour mener à bien ce combat. Déjà, moi, il y a une chose qui a changé chez moi, c'est que chaque matin aussi, quand je me lève, je me dis pas qu'aujourd'hui, c'est un jour de plus. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est un jour de moins. Et en fait, cette chose, elle est vraie, peu importe qu'on fasse face à une maladie ou à quelque chose. C'est vrai, aujourd'hui, c'est un jour de moins. Et que donc, c'est devenu important pour moi de me coucher le soir en étant meilleur qu'en m'étant levé le matin. C'est vraiment un objectif que je me suis fixé chaque jour. Et ça nous rappelle, en fait, on a tendance à penser qu'on a le temps dans notre vie. Voilà, moi j'avais 38 ans, 39 ans. On a le temps de faire plein de choses. On a le temps de dire à son fils qu'on l'aime. On a le temps d'être avec les gens qu'on aime. Donc du coup, on le fait pas toujours. Ou on dit, on le fera plus tard parce qu'on a le temps. Et en fait, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Le temps, il avance quoi qu'il arrive. Et que du coup, c'est important de revenir à ces choses-là, de se prendre le temps pour ça. Parce qu'au final, ça peut tenir à pas grand-chose. Moi, 38 ans, avant ça, je me sentais pas invincible, mais pas loin. J'ai jamais été malade, j'ai jamais eu de soucis de santé, j'ai jamais été opéré, j'ai jamais été en galère pour quoi que ce soit au niveau santé physique. Et si, au final, je suis quand même un peu dans la merde, là. Donc, ça m'a fait changer là-dessus, vraiment. Et en fait, il y a quelque chose qui devient très bizarre au début, c'est quand on voit des gens, la première chose qu'on vous demande, et c'est normal, c'est « ça va ». Salut, comment ça va ? Et là, la question, elle devient difficile, en fait, à un moment donné. Parce que toi, t'es là, t'as envie d'hurler que ça va pas, que t'as peur, à un moment donné, que j'avais mal, que j'avais pas envie de mourir, que je perdais les pieds, que je savais pas ce qui se passait, que je prenais un traitement que je connaissais pas, que ma vie avait entièrement changé. Donc t'as envie d'hurler non, ça va pas. Non, ça va pas. Et puis en fait, tu te rends compte que ça te pompe beaucoup d'énergie de dire que ça va pas et de ressasser tout ça. Et tu dis cette énergie, au lieu de l'utiliser pour dire que ça va pas et que t'es mal, utilise-la pour aller bien, tu vois. Et donc, tu regardes la personne, tu souris un peu, tu dis ouais, ça va. Je pense que les gens, ils s'en rendent pas compte, mais ça demande un effort considérable. Et puis, il y a plein de choses aussi. Je me dis, je veux pas laisser gagner de terrain à mon cancer, tu vois. Et si je commence à dire que je vais pas bien, je le laisse venir vers moi. Je le laisse gagner, tu vois. Et ça, c'est hors de question. Et après, il faut se blinder. Il faut se blinder et il faut protéger tes proches aussi. Parce que si tes proches sont en flip, si tes proches sont tristes et ont peur pour toi, ça te revient fois 100 dans la tronche. Donc en fait, t'es obligé d'apprendre à te montrer fort par rapport à tout ça. Et à tel point qu'à un moment, les gens l'oublient. Et ça, c'est cool. Quand les gens oublient que tu luttes, tu te dis, c'est bon, je fais le taf, tu vois. Parce que faut pas s'avouer vaincu trop vite. Et faut avoir envie d'aller bien. Et tu peux aller bien aujourd'hui grâce à nos chercheurs, grâce à nos médecins, grâce à ces infirmières qui s'occupent de moi, que quand je suis à Licence, qu'on me donne les perfs, je les vois, elles sont débordées, elles courent dans tous les sens. On voit qu'il n'y a pas assez de monde, on sait qu'elles sont pas assez payées, mais elles sont là, elles sont toujours là pour moi, un mot gentil, elles prennent le temps, un sourire.
Et elles s'occupent de moi malgré tout. Moi, dans mon taf, si je devais bosser dans leurs conditions, mais je serais horrible avec tout le monde. Et j'enverrais tout chier. Elles le font pas. Ils le font pas. Et encore une fois, dans tout ce malheur, j'ai de la chance d'avoir l'ICANS, j'ai de la chance d'avoir l'immunothérapie, j'ai aussi de la chance d'être en France, même si aujourd'hui, on peut avoir l'impression, et on a l'impression, et je pense, enfin, c'est pas le débat, mais que tout se dégrade, mais heureusement, on a de bonnes bases, des bases très solides. Moi, dans mon cas, mon traitement, c'est 350 000 € sur 2 ans. Et à aucun moment, on m'a demandé de mettre la main au portefeuille. Ça aussi, on l'oublie quand on n'est pas concerné. Mais dans un autre pays, j'aurais pas eu cette chance. Il y a des endroits, on est obligé de faire un choix. Est-ce que je me soigne? Est-ce que je me soigne pas? Est-ce que je vends mon appart pour me soigner? Est-ce que je fais un crédit? C'est compliqué. Et ça, j'ai pas eu à le faire parce que je suis ici en France et c'est quelque chose que moi, j'avais oublié. Et au final, je me dis, j'ai de la chance d'être là où je suis aujourd'hui, à l'époque à laquelle je suis. Et ça aide. Ça aide beaucoup parce que quand on a pas mal, quand on n'est pas défoncé par un traitement, c'est quand même plus facile de faire face à tout ça. Puis ouais, tout ça, ça te change, ça change ton état d'esprit. Tu vois, moi, il y a quelque chose qui m'a fait du bien après quand j'y ai repensé. Enfin, le premier jour, j'ai pensé à ça, en fait. C'est que dans le tourbillon de la vie d'adulte, tu vois, tu travailles, tu payes un crédit, t'as une bagnole, tu payes l'entretien, tu changes les pneus, je sais pas, tu te prends la tête avec ton pote, avec ta femme, avec ton ex-femme, tu te fais voler ton vélo à la gare. Et moi, c'était mon cas, j'avais souvent l'impression d'avoir 1000 problèmes à gérer, j'avais du mal à me détacher de tout ça. Et en fait, quand on m'a annoncé le cancer, que je suis rentré chez moi, que j'étais face à mon miroir, à un moment, je me suis regardé, je dis, mais putain, en fait, dans ma vie, aujourd'hui, je n'ai qu'un seul problème, c'est le cancer. Tout le reste, c'est pas des problèmes. Ça mérite pas que je dépense autant d'énergie et que ça me prenne autant la tête. Donc je n'ai plus qu'un seul problème aujourd'hui. Et j'ai commencé un peu à sourire en me disant, t'as vu, en une journée, on peut régler 999 de tes problèmes. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a fait sourire quand j'y ai pensé et qui aujourd'hui est très vrai en fait. Je pense que ça m'a changé énormément. C'est que, en fait, on n'a pas tant de problèmes que ça. La santé, c'est très important, c'est proche. Après, tout le reste, on peut trouver des solutions, on peut arranger. Et je pense que ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que de l'énergie disponible, on n'en a pas en quantité illimitée dans une journée. Et en fait, vraiment, moi, ce que j'ai appris à faire avec tout ça, c'est à l'utiliser pour les choses qui en valent la peine. Et les choses qui en valent pas la peine, je mets plus d'énergie dedans, plus rien. Tant pis, je tourne la page, je next, ou même j'y pense pas, si c'est pas important. Et je pense que je me prenais aussi la tête pour beaucoup de choses alors qu'il n'y avait pas besoin. Ce qui doit mourir va mourir, ce qui doit naître va naître. C'est comme ça. Mais il faut penser à soi et puis aller de l'avant, quoi. Moi, tout ça, en fait, je peux le condenser en une phrase et finir en une phrase, en fait. C'est quelque chose que j'ai lu. Alors, on va pas citer de qui c'est ou quoi, on va pas se la jouer. Mais cette phrase a pris beaucoup de sens pour moi. Et cette phrase, c'est: on ne devient pas lumineux en regardant la lumière, on le devient en traversant ses propres ténèbres.